Les Français sont les champions de l'épargne, nous dit-on. Il n'y a qu'à lire la presse, cela fait la une depuis toujours. C'est bien sûr confirmé par les chiffres, puisque les Français épargnent 18% de leur revenu brut, un record mondial. Mais alors, si on est les rois pour mettre de l'argent de côté, pourquoi tant de Français se sentent broyés par le système et ne s'en sortent pas? C'est le paradoxe français. Tu t'appauvris alors que tu détiens une montagne d'argent dans ta tirelire. Champion de l'épargne, mais piètre investisseur. Moins d'un Français sur 10 possède des actifs financiers dits risqués, mais on y reviendra. Alors qu'aux États-Unis, c'est 50%. Laisse-moi te révéler un chiffre choc. Cette prudence a coûté plus de 300 milliards d'euros de pouvoir d'achat aux Français rien qu'entre 2021 et 2023. Oui, tu as bien lu, 300 milliards envolés de leur poche parce que l'argent placé en sécurité n'a pas suivi la hausse des prix. C'est colossal et c'est le symptôme d'un véritable piège financier qui t'empêche, sans que tu le saches, de prendre ta liberté. Comment cela est-il possible? Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble comment l'État et notre culture financière te maintiennent dans ce piège, quelles sont les conséquences sur ta vie et ta liberté, et surtout, comment t'en échapper avec des solutions concrètes. Il est possible que la vidéo soit un peu longue car c'est un sujet qui me tient à cœur, mais rassure-toi, je vais la chapitrer. Reste tout de même jusqu'à la fin car je t'exposerai les changements concrets que tu dois opérer pour sortir de ce piège. Mais avant de commencer, si tu souhaites que je continue à publier des vidéos de fond sur la finance et le patrimoine comme celle-ci, abonne-toi et active la cloche des notifications pour me soutenir et ne rien rater de mes prochaines vidéos. Allez, c'est parti. Chapitre 1, l'illusion de la sécurité. Les Français ont une longue tradition d'épargne de précaution. On encourage les enfants à mettre de l'argent de côté, mais on parle peu d'investir. Et oui, le fameux livret A qu'on ouvre dès le plus jeune âge, et ses cousins, le livret de développement durable, le livret d'épargne populaire, etc. C'est probablement le plus grand leurre qui détourne une majorité de Français des véritables opportunités financières. C'est le placement préféré des Français, puisque plus de 84% d'entre eux détiennent au moins un livret d'épargne réglementé. Très probablement, toi aussi tu en as un. On y place les économies dès le plus jeune âge parce que ça ne craint rien. L'État garantit ses livrets. Il n'y a aucun risque de perte en capital et l'argent reste disponible à tout moment. L'idée rassurante derrière, c'est que mon argent est en sécurité, donc tout va bien. Malheureusement, c'est une illusion. Pourquoi une illusion? C'est à cause de l'inflation. L'inflation, c'est la hausse générale des prix. Ton argent perd de sa valeur avec le temps, sauf s'il est placé à un rendement au moins égal à l'inflation. Or, quel est le rendement du livret A? Environ 3% en 2022, 1,7% au 1er août 2025 et c'est fixé par l'État. Et l'inflation, en 2022, elle était autour de 5,2% et encore 4,9% en 2023. Alors fais le calcul, si les prix montent de 5% mais que ton épargne ne croît que de 3%, ton pouvoir d'achat diminue en réalité de 2% sur l'année. Tu as l'impression d'avoir gagné quelques euros d'intérêt, mais ces 3% d'intérêt n'ont pas suivi l'augmentation du coût de la vie. Résultat, tu t'appauvris sans t'en rendre compte. C'est comme si tu stockais de l'eau dans un seau et qui est percé, le niveau monte un peu à chaque versement que tu fais d'intérêt dans ce seau, mais en même temps, une fuite lente, l'inflation, vide ton seau. Un exemple simple, imagine que tu as 10 000 euros sur un livret, à 3% d'intérêt, tu gagnes 300 euros dans l'année. Cool. Mais si la vie te coûte 5% plus cher, il te faudrait 10 500 euros pour avoir le même niveau de vie qu'au début. Tu n'en as malheureusement que 10 300 euros. En un an, tu as perdu donc l'équivalent de 200 euros de pouvoir d'achat. Ça peut sembler petit sur 10 000 euros, mais multiplie ça par des années et des années, la perte cumulée devient énorme. C'est exactement ce qui s'est passé à grande échelle ces dernières années. Les épargnants détenteurs de livret A et d'autres placements sans risque ont subi en tout plus de 300 milliards d'euros de perte de pouvoir d'achat entre 2021 et 2023. Incroyable! 300 milliards, c'est l'équivalent de milliers d'euros envolés par famille française en moyenne, juste à cause de ce différentiel inflation-rendement. Autant d'argent qui ne finance plus tes projets de vie, mais part en fumée, ou plus précisément finance les projets de l'État sans te rémunérer toi. Parce que oui, sais-tu où va l'argent de ton livret A? Il ne dort pas vraiment à la banque. Une grande partie est centralisée par l'État via la Caisse des dépôts pour financer notamment le logement social et d'autres investissements publics. C'est noble sur le papier, ça aide à construire des HLM, etc. Mais cela signifie que l'État utilise ton épargne à bas coût. Toi, on te verse 1,7% d'intérêt en août 2025, pendant que cet argent est réutilisé ailleurs. Et lorsque l'inflation explose, comme c'est passé ces dernières années, est-ce qu'on protège ton pouvoir d'achat? Bah non. Le gouvernement a même décidé en 2023 de geler le taux du livret A à 3% pendant 18 mois jusqu'en janvier 2025, alors que la formule officielle de calcul aurait dû le faire monter bien plus haut. En clair,
on t'a volontairement privé d'une meilleure rémunération, creusant encore l'écart avec l'inflation. Concrètement, sur cette période, un épargnant moyen avec 7 000 € sur son livret A perdu environ 82 € d'intérêt potentiel et un épargnant au plafond du livret A, 22 950 €, a perdu autour de 264 € d'intérêt qui aurait pu être versé. Ce manque à gagner, c'est autant d'argent en moins dans ta poche et en plus, l'argent que tu as épargné a perdu de sa valeur réelle. C'est la double peine. Le livret A et consorts sont donc un piège doré. On te promet zéro risque, mais le risque est caché. C'est le risque de perdre lentement ton pouvoir d'achat et de passer à côté de meilleures opportunités financières. Bien sûr, cela ne veut pas dire qu'il faut jeter ces livrets à la poubelle. Ils ont une utilité, constituer une épargne de précaution, un matelas de sécurité accessible rapidement en cas de coup dur. D'ailleurs, les conseillers financiers recommandent souvent d'y garder l'équivalent de quelques mois d'épargne pour parer aux urgences. Mais au-delà d'une certaine somme, ces placements deviennent toxiques pour tes projets à long terme. Le problème, c'est que les Français en ont fait leur placement unique ou principal bien au-delà du niveau de précaution. Regarde autour de toi, l'encours total, c'est-à-dire le total d'argent placé sur ces livrets réglementés en France, a atteint un record d'environ 935,5 milliards d'euros en 2023. Rien que sur le livret A, il y a plus de 404 milliards d'euros d'économies stockées. Et près de 1 détenteur de livret A sur 8 a rempli son livret au plafond, environ 23 000 €, pensant sans doute que c'est l'endroit le plus sûr pour son argent. Alors qu'en ce moment même, cet argent se dévalue insidieusement. Ce réflexe de précaution, poussé à l'excès, enferme une majorité de personnes dans un rendement faible qui ne construit pas de patrimoine sur le long terme. Alors pourquoi on en est là ? Pourquoi tant de gens tombent-ils dans ce piège de l'épargne facile? Est-ce parce que nous serions nuls en finance ou qu'on aime se faire mal? Évidemment non. Il y a des raisons profondes, historiques et culturelles à cette situation. Sans oublier le rôle de l'État et des médias dans l'histoire. Tout d'abord, tu sais pourquoi on a si peur de la bourse en France? C'est simple, ça vient de notre histoire financière qui ressemble à un film catastrophe. Et ça, même si tu n'as jamais entendu ces histoires-là explicitement, elles influencent encore aujourd'hui la façon dont on gère notre argent. Le premier choc, c'était le scandale du système de l'eau en 1720. Imagine une époque où les Français découvrent soudainement la spéculation financière grâce à un certain John Law, un banquier écossais venu séduire la France entière avec des promesses de richesse rapide grâce à ses actions de la compagnie du Mississippi. Tout le monde se précipite, achète des actions et puis tout s'écroule. Une gigantesque bulle spéculative explose, des milliers de familles perdent absolument tout. Depuis ce moment-là, inconsciemment, la France entière garde une méfiance immense vis-à-vis des investissements risqués. Autre exemple douloureux, les emprunts russes du début du XXe siècle. Cette histoire-là fait encore mal aujourd'hui. À l'époque, la Russie émet des obligations, des emprunts, promettant des rendements alléchants. Et la Russie, c'est un État. Les Français se ruent dessus, mais en 1917, la révolution bolchevique éclate et la nouvelle Russie refuse de rembourser ses dettes. Résultat, des centaines de milliers de Français perdent toutes leurs économies. Depuis, emprunt russe rime avec catastrophe, trahison et perte totale. Ça marque les esprits sur plusieurs générations. Et ce n'est pas fini. Pense à toutes les crises financières qui ont suivi après. Le krach de 1929, même s'il démarre aux États-Unis, touche aussi les riches épargnants français. Puis en 2008, rebelote. La crise des subprimes fait perdre gros à des millions de Français, alimentant encore cette peur profonde de la bourse. Résultat, aujourd'hui, chaque fois qu'on parle d'investir en France, inconsciemment, ces histoires refont surface. La bourse évoque des ruines, la spéculation réveille le souvenir de ces catastrophes. Notre méfiance est ancrée très profondément dans l'histoire même de notre pays. Ensuite, l'État français encourage lui-même cette épargne réglementée. Historiquement, le livret A existe depuis 1818 et il a toujours été promu comme l'épargne sûre par excellence, soutenue par la puissance publique. Il y a une confiance quasiment aveugle des épargnants envers tout ce qui est estampillé État. On se dit que l'État ne fera jamais défaut, donc notre argent est en béton, même si l'exemple de la Russie a prouvé le contraire. Cette confiance a été entretenue par les gouvernements successifs. Défiscalisation des intérêts du livret A, campagne de communication sur le placement préféré des Français, on entend toujours ça. L'État a besoin de ton épargne pour financer des projets d'intérêt général. Et il préférera toujours que tu lui prêtes ton argent à 3% ou 1,7% plutôt que tu partes investir ailleurs, en bourse par exemple, pour en tirer 8%. Parce que là, ton argent ne lui profiterait plus autant. C'est un peu cynique dit comme ça, mais c'est la réalité du système. Sans s'en rendre compte, les Français financent l'État et les banques à bon marché avec leurs dépôts, tandis que les vrais gagnants de ce jeu-là sont ceux qui utilisent cet argent. L'État, les organismes de logement ou les banques qui prêtent ton argent à d'autres.
Ensuite, il y a l'héritage de notre culture vis-à-vis de l'argent. En France, l'argent est un sujet tabou ou du moins gênant. On évite d'en parler ouvertement, on n'enseigne pas vraiment la finance à l'école et souvent on a été élevé avec des proverbes du type « l'argent ne fait pas le bonheur ». Ce n'est pas un cliché, selon un sondage IFOP, 78% des Français considèrent qu'il est mal vu d'être riche. Autrement dit, dans l'inconscient collectif, pouvoir s'enrichir ou parler de stratégie pour faire fructifier son argent, c'est vu comme prétentieux, immoral ou réservé à une élite. Ajoute à cela un fond historique catholique valorisant la modestie et la frugalité, et égalitariste, on se méfie de ceux qui ont trop d'argent, héritage révolutionnaire et marxiste peut-être. Et tu obtiens un pays où la réussite financière suscite la méfiance plutôt que de l'admiration. Du coup, beaucoup intériorisent l'idée qu'il vaut mieux faire profil bas avec son argent, ne pas trop chercher à faire du fric, et se contenter d'une épargne tranquille qui ne fait de mal à personne finalement. Vivons heureux, vivons cachés, et pauvres en somme. Cette culture du tabou entraîne un déficit d'éducation financière. Parler d'investissement, de bourse, de patrimoine, ça ne se fait pas dans les dîners de famille. Résultat, près d'un Français sur deux admet avoir de grosses lacunes en culture financière. Et même parmi les gens éduqués ou aisés, beaucoup se sentent complètement démunis. Moins de 2 Français sur 10 se sentent tout à fait compétents en matière de finances. Conclusion, si on ne comprend pas bien comment fonctionnent les placements les plus sophistiqués, on fait quoi? Eh bien on reste sur ce qu'on connaît, c'est-à-dire le livret A. D'ailleurs, 49% des Français pensent ne pas avoir les moyens d'épargner suffisamment pour investir ailleurs que sur un simple livret A. Cette statistique est édifiante. Même ceux qui pourraient investir plus s'imaginent qu'il faut être millionnaire pour aller en bourse ou dans l'immobilier. Donc ils laissent tout sur leur livret par défaut. Il y a là un mélange de manque d'informations, on ne sait pas qu'on peut investir de petites sommes, qu'il existe des plans d'investissement accessibles, et de peur du risque. Justement, parlons de la peur du risque. C'est le troisième facteur intimement lié aux 2 précédents. Les Français ont été bercés par des récits où la bourse, c'est le casino. Les crises financières, les scandales, tout cela laisse des traces. Crack de 29, crise de 2008, affaire Madoff, trader fou à la Jérôme Kerviel. Dans les médias et les conversations, la finance est souvent dépeinte soit comme dangereuse, soit comme immorale. On voit des films comme Le Loup de Wall Street avec DiCaprio sniffer de la coke sur des liasses de billets. Forcément, ça donne pas envie au commun des mortels d'y toucher. En France, l'image qu'on associe à investir, c'est volontiers mettre un costume et jouer avec le feu en manipulant de l'argent virtuel. La finance est perçue comme un club fermé pour initiés. Du coup, beaucoup de gens pensent sincèrement que ce n'est pas pour eux. On se dit, moi je ne connais rien à tout ça, je risque de me faire avoir, autant rester sur mon livret et il m'arrivera rien. Cette appréhension est amplifiée par le fait que le secteur financier n'est pas très transparent. Le jargon, la complexité apparente des produits, tout semble fait pour décourager le novice. Ce n'est pas complètement faux d'ailleurs. Certains produits financiers sont réellement complexes volontairement. Et sans éducation financière, difficile de séparer les opportunités des arnaques. Maintenant, faisons un petit voyage aux États-Unis pour comprendre pourquoi les Américains, eux, n'ont pas la même relation à l'argent et aux investissements. Là-bas, investir, c'est quasiment une religion. Près de la moitié des Américains détiennent des actions contre seulement environ 16 à 18% en France. Pourquoi une telle différence? Le premier facteur, c'est le système de retraite. Aux États-Unis, ta retraite dépend essentiellement de toi. Les Américains utilisent des plans retraite comme le fameux 401k qui poussent naturellement à investir en actions tout au long de leur vie active. En France, c'est exactement l'inverse. La retraite est assurée principalement par l'État via la répartition. Du coup, tu te dis, pourquoi investir? L'État s'occupera de moi plus tard. Aux États-Unis, ils n'ont pas ce luxe-là. Le deuxième facteur, c'est l'éducation financière. Aux États-Unis, on apprend très tôt à gérer son argent, même dès l'école parfois. Les parents enseignent à leurs enfants à investir en actions, leur ouvrent des petits portefeuilles, leur expliquent comment ça marche, et le résultat, c'est que l'investissement devient naturel. En France, on n'en parle quasiment jamais. L'argent reste un tabou compliqué et réservé aux initiés. Le troisième facteur, c'est le rapport au risque. Les Américains voient la prise de risque comme une valeur positive, une preuve de courage et d'entrepreneuriat. Pour eux, perdre de l'argent en investissant, c'est une leçon utile. En France, c'est le contraire. Perdre, c'est un échec honteux. Enfin, quatrième facteur, l'influence des médias et de la presse. Aux États-Unis, les médias parlent sans arrêt des marchés financiers de manière simple, directe, concrète. Ils encouragent ouvertement à investir, à profiter des opportunités. En France, la presse généraliste montre souvent les marchés financiers comme dangereux, compliqués, risqués et presque immoraux. Du coup, investir apparaît comme inaccessible. Voilà pourquoi aux États-Unis, l'investissement est une évidence, un geste naturel du quotidien. Alors qu'en France, à cause de notre histoire, de notre système et de notre éducation, investir est perçu comme risqué, compliqué, voire dangereux. Mais comme tu le verras plus loin, ça peut changer.
Et tu peux changer ça pour toi dès maintenant. Donc résumons, on a d'un côté l'État et les institutions qui nous incitent à épargner sagement sur des produits qu'ils contrôlent eux, de l'autre une culture qui valorise la sécurité et se méfie de la richesse, le tout agrémenté d'une méconnaissance générale en finance et d'une peur quasi irrationnelle du risque. Pas étonnant dans ces conditions que les Français épargnent énormément, un des taux d'épargne les plus élevés du monde autour des 18% du revenu. Mais dans le même temps investissent très peu dans des actifs productifs. Par actifs productifs, j'entends actions, obligations, entreprises, immobilier locatif, etc. Ce choix prudent peut sembler sage, mais comme on l'a vu, zéro risque égale risque caché. Et cette aversion au risque combinée à l'absence de formation fait que les Français se privent eux-mêmes de rendements plus intéressants. En un sens, nous sommes collectivement piégés par notre histoire et notre système. Maintenant, parlons des conséquences concrètes de cette situation sur ta vie quotidienne et ta liberté future. Car tout cela n'est pas juste une question de pourcentage ou de milliards abstraits. Ça a un impact direct sur tes projets, tes rêves et ta sérénité. Première conséquence, tu perds du temps et des occasions. L'argent qui dort ou stagne sur des livrets, ce sont des années de liberté en moins tout simplement plus tard. Par exemple, quelqu'un qui dès 25 ans aurait investi ne serait-ce que 100 € par mois en bourse, sur un fonds indiciel diversifié par exemple, pourrait des décennies plus tard avoir un capital suffisant pour prendre sa retraite plus tôt ou réaliser un projet de vie important. Si à la place il a tout laissé sur son livret, il n'aura accumulé qu'une somme modeste qui peut-être ne couvrira même pas l'inflation sur le long terme. C'est l'effet boule de neige inversé. Ne rien faire de son argent, c'est rater la magie des intérêts composés. Les intérêts composés, c'est l'argent qui travaille et qui génère plus d'argent au fil du temps. Au niveau individuel, ça peut faire la différence entre partir en retraite à 60 ans financièrement tranquille ou tirer le diable par la queue jusqu'à 67 ans. Et ce n'est pas qu'une image. Aujourd'hui, seuls 41% des Français non retraités pensent avoir les ressources suffisantes pour vivre correctement une fois à la retraite. Plus de la moitié savent déjà qu'ils seront justes et pourtant, beaucoup ne changent pas du tout leur manière d'épargner. On se repose sur la retraite par répartition, sur l'État-providence. Sauf que ces systèmes sont sous tension. Ne pas anticiper et investir, c'est risquer une liberté très limitée à l'avenir. Deuxième conséquence, la précarité guette au moindre imprévu. Ironiquement, malgré toute cette épargne de précaution accumulée nationalement en France, de nombreux ménages restent vulnérables. On estime que près d'un Français sur 3 serait incapable de faire face à une dépense imprévue de 1 000 €. 1 000 €, c'est une grosse réparation de voiture par exemple, une chaudière qui lâche aussi. Si presque 30% des gens ne peuvent pas absorber ça, cela signifie qu'une part énorme de la population vit sur le fil du rasoir sans marge de manœuvre. Comment l'expliquer alors que le taux d'épargne est si élevé? D'une part, les inégalités. Tout le monde n'arrive pas à épargner, surtout avec des revenus bas. Certains n'ont même pas de livret car ils n'ont pas d'épargne du tout. 13% des Français n'épargnent pas régulièrement du tout. D'autre part, ceux qui épargnent le font peut-être mal. Si tu laisses tes économies végéter sans plan, tu accumules moins au final que si tu avais investi judicieusement. Ce qui veut dire que même en ayant mis de l'argent de côté, tu peux te retrouver coincé quand un gros événement survient parce que ce que tu as épargné n'a pas assez fructifié pour te donner de l'avance. Beaucoup de Français se privent et économisent pour avoir une sécurité. Mais faute de faire travailler cet argent correctement, leur sécurité reste toute relative. Troisième conséquence, la dépendance et le stress permanent. Si ton seul plan financier, c'est d'épargner ce que tu peux sur ton compte en banque et d'attendre la retraite du système, tu restes dépendant de ton employeur, de l'État et de la santé des régimes sociaux, qui va très mal. En gros, ta liberté de choix est limitée. Tu n'oses pas changer de boulot ou prendre une année sabbatique par exemple, de peur de taper dans tes économies. Tu vois un projet intéressant comme monter une petite entreprise, investir dans un appart à louer, te former à une nouvelle compétence, mais du coup tu hésites à utiliser ton argent pour ça parce que depuis toujours on t'a dit de le laisser bien sagement sur ton livret. Cette incertitude financière pèse sur la vie. Nombreux sont ceux qui restent donc coincés dans un travail qu'ils n'aiment pas ou renoncent à des rêves. Un voyage par exemple, une reconversion, etc. Parce qu'ils n'ont pas constitué un patrimoine capable de prendre le relais. On finit par accepter l'idée qu'il faudra trimer toute sa vie et faire avec une pension modeste en se serrant la ceinture. C'est là la conséquence la plus perverse, un manque de liberté et d'options. L'argent, ce n'est pas une fin en soi, mais c'est un moyen qui te donne du choix. Si tu gères mal ce moyen, tu te fermes des portes, évidemment. Par exemple, beaucoup de quadragénaires aujourd'hui aimeraient travailler moins ou changer de vie, mais ne le font pas parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'actifs pour compenser une baisse de revenus. Ils ont peut-être de l'épargne, mais pas assez de rendement ou d'investissement derrière pour générer un revenu passif ou une plus-value. Quatrième conséquence, tu subis le système au lieu d'en profiter. Et oui, ce système économique, aussi critiquable soit-il, profite toujours à quelqu'un. Si ce n'est pas à toi, c'est à quelqu'un d'autre. L'argent qui dort sur ton compte, comme on l'a dit,
profitent en fait à d'autres acteurs que toi, l'État, les banques, etc. Ceux qui investissent, eux, récoltent les fruits de la croissance, de l'inflation même. Paradoxalement, l'inflation peut enrichir ceux qui ont des actifs. Par exemple, l'entrepreneur qui a emprunté à taux fixe à 1% pour acheter un local voit son bien prendre de la valeur avec l'inflation, tandis que la dette fond en valeur réelle. Idem pour le propriétaire immobilier. Il rembourse un prêt avec des anciens euros qui valent moins pendant que son loyer éventuellement est indexé sur l'inflation, donc il se protège de l'inflation. Celui qui a acheté des actions voit normalement l'entreprise ajuster ses prix à l'inflation et donc ses profits nominaux monter, ce qui fait monter la valeur de l'action dans le temps. Historiquement, la bourse surperforme l'inflation sur le long terme. En clair, le système actuel punit le rentier immobile, celui qui garde juste son magot sous le matelas, et récompense l'investisseur. C'est dur à entendre pour certains, mais c'est un fait. Depuis quelques années, c'est flagrant, l'immobilier, la bourse, tout augmente, sauf les livrets. Alors, veux-tu rester du côté de ceux qui subissent, pouvoir d'achat grignoté, angoisse du lendemain, ou passer du côté de ceux qui utilisent intelligemment le système à leur avantage? La frontière, c'est la connaissance et l'action. C'est ainsi que les inégalités se creusent. Ceux qui savent, ou qui osent, utiliser l'épargne à bon escient avancent, les autres stagnent ou régressent. Ne pas utiliser ton pouvoir financier, c'est le laisser aux autres. Le système, tel qu'il tourne, forme un cercle vicieux. Il conforte les plus riches et maintient les autres à leur place. Dit autrement, si toi tu ne profites pas de ton argent, quelqu'un d'autre le fera à ta place. C'est dur, mais c'est la réalité actuelle. La bonne nouvelle, on peut briser ce cercle. Ce n'est pas une fatalité, il est possible, quel que soit ton revenu ou ton éducation initiale, de sortir de ce piège et de reprendre le contrôle. Ça demande un peu d'effort au début, un changement d'état d'esprit, mais les résultats en valent la peine. Il s'agit ni plus ni moins que de ta liberté financière, ton autonomie, ton avenir. Passons aux solutions concrètes. Tu vas voir qu'en appliquant quelques principes simples, tu peux transformer ton argent d'un poids mort en un allié puissant qui travaille pour toi. Respire un grand coup, il est temps de passer à l'action. Quelles étapes concrètes peux-tu suivre pour te libérer de ce piège de l'épargne stérile et reprendre en main tes finances? Voici un plan d'attaque en plusieurs points, simple à comprendre et à exécuter pas à pas. Tu n'as pas besoin d'être un expert ou d'avoir un capital énorme pour commencer, j'insiste là-dessus. 1. Change ton état d'esprit vis-à-vis de l'argent et de l'investissement. La toute première chose, c'est te défaire des idées reçues qui t'empêchent d'avancer. Non, investir ne veut pas dire jouer au casino ou devenir un requin de la finance ultralibérale. Investir peut être éthique, raisonnable et aligné avec tes valeurs. Et surtout, investir, ce n'est pas réservé aux riches. C'est possible et même nécessaire pour tous, quels que soient tes revenus. Tu dois te convaincre que faire fructifier ton argent est un droit et un outil d'émancipation. Ce n'est pas sale. Ceux qui ont la ref, vous êtes probablement trop vieux comme moi. Et ce n'est pas immoral. C'est ce qui peut te permettre de réaliser tes projets de vie, de protéger ta famille, de soutenir des causes qui te tiennent à cœur. Et oui, tu peux investir dans des projets verts, sociaux, etc. Ce n'est pas incompatible. Cette petite révolution mentale est cruciale. Dis-toi bien, si tu laisses ton argent végéter, tu abandonnes ton pouvoir aux autres. A l'inverse, si tu prends en main, tu reprends du pouvoir sur ta vie, tout simplement. Deuxième point, constitue-toi un vrai fonds de secours, puis n'alimente plus indéfiniment tes livrets. La sécurité financière, c'est important. Donc garde une épargne de précaution sur ton livret A ou ton compte sûr. Typiquement 3 à 6 mois de dépenses d'avance. Ça dépend de ta situation, si tu es propriétaire ou non, si tu as des enfants, etc. Cette somme-là, elle reste au chaud, disponible. C'est ton coussin en cas de pépin. Mais une fois ce matelas atteint, stop. Inutile de continuer à empiler des milliers d'euros sur le livret A au-delà de ça. Au-delà de quelques milliers d'euros, chaque euro supplémentaire sur le livret A te rapporte peu et te coûte en opportunité. Une fois ce plafond atteint, redirige ton flux d'épargne vers d'autres véhicules. En pratique, si tu épargnes disons 200 euros par mois et que ton livret de précaution est plein, alors ces 200 euros doivent aller ailleurs plutôt que de s'entasser à 1,7%. C'est très important à comprendre. L'épargne non investie a un coût caché, le manque à gagner. À partir d'un certain point, garder trop d'argent en sécurité, c'est le mettre en danger face à l'inflation. Troisième point, éduque-toi, sans complexe, aux bases de la finance personnelle. Pas besoin de devenir trader, juste d'apprendre les fondamentaux que tu aurais dû apprendre à l'école. Par exemple, comprends ce qu'est l'inflation. Maintenant, tu as compris, j'espère, que si ton argent ne rapporte pas au moins autant, tu perds du pouvoir d'achat. Comprends les intérêts composés. Quand tu réinvestis les gains, ça fait un effet boule de neige sur le long terme. Familiarise-toi avec des termes comme actions, obligations, fonds, ETF, diversification, etc. Au début, ça peut sembler du charabia, mais aujourd'hui, il existe des tas de ressources pédagogiques, des livres vulgarisés, des chaînes YouTube, des blogs et même des cours en ligne. Et bonne nouvelle, de plus en plus d'initiatives apparaissent pour enseigner ça de manière ultra simple, y compris des programmes dans les écoles ou proposés par la Banque de France par exemple. L'idée,
n'est pas de te noyer en devenant un expert boursier, non, c'est juste d'avoir assez de connaissances pour ne pas avoir peur et pour démasquer les fausses bonnes idées. Par exemple, si tu sais qu'un placement qui promet 8% sans risque, c'est louche, tu éviteras de tomber dans une arnaque. Si tu sais comment fonctionne un plan d'épargne en action, un PEA, ou une assurance vie, tu comprendras que ce sont des enveloppes qui peuvent t'aider à investir avec des avantages fiscaux et tu oseras peut-être en ouvrir un. Apprendre un peu de finance, c'est apprendre à te servir de ton argent comme d'un outil. Et franchement, c'est pas plus compliqué que d'apprendre à cuisiner ou à bricoler. Un petit effort régulier et tu deviens autonome. Rappelle-toi, 49% des Français disent qu'ils auraient aimé qu'on leur enseigne la finance à l'école. Donc si on ne te l'a pas enseigné, tu peux te l'enseigner à toi-même maintenant. Il n'est jamais trop tard et ça peut te rapporter gros au sens propre. Quatrièmement, utilise les atouts du système à ton avantage plutôt que de les ignorer. On a beaucoup parlé de comment le système peut te léser, mais ce même système offre des outils formidables pour qui sait s'en servir. Par exemple, en France, on a le fameux plan épargne en action, le PEA. C'est une enveloppe qui te permet d'investir en bourse, dans des actions, des fonds, etc., sans payer d'impôt sur les gains après 5 ans de détention, hors prélèvements sociaux. En clair, tous tes dividendes et plus-values accumulés sur 10, 20, 30 ans seront nets d'impôts une fois le délai dépassé. C'est un cadeau fiscal énorme pour encourager l'investissement en actions sur le long terme et pourtant, beaucoup ne l'utilisent pas. Fin 2023, il y avait environ 7 millions de PEA ouverts en France, ce qui reste minoritaire comparé au nombre d'adultes. Tu peux ouvrir un PEA dans quasiment n'importe quelle banque ou courtier en ligne, parfois même en quelques clics. Un autre outil, c'est l'assurance vie, en euros ou en unités de compte. C'est le placement préféré des Français pour le long terme. Oui, encore plus d'un Français sur 3 en a une. Mais beaucoup se contentent du fonds en euros à capital garanti. Encore une fois, c'est pour viser la sécurité. Mais sais-tu que dans ton assurance vie, tu peux allouer une partie en unités de compte UC, on appelle ça, qui sont en fait des fonds d'investissement potentiellement plus performants, ou des ETF ou des actions. Certes, il y a un risque de fluctuation, mais sur 10-15 ans, ce risque est lissé en général, et les gains de l'assurance vie bénéficient aussi d'une fiscalité réduite au bout de 8 ans du contrat. Autre atout, si tu es un salarié par exemple, si tu as un PE, un plan d'épargne entreprise, ou un PERCO, un père d'entreprise, parfois l'employeur abonde de tes versements, ce qui revient à un rendement immédiat. Exemple, tu mets 100 euros, l'employeur rajoute 100 euros et boum, ton argent a doublé. C'est bête de laisser cet argent sur la table si de tels dispositifs existent pour toi. Et la France a aussi des dispositifs aidés par l'État qui sont bons pour toi et pour faire fructifier ton patrimoine. L'idée générale est renseigne-toi sur tous les avantages et produits légaux qui existent, et il y en a plein. Des crédits d'impôt par-ci, des avantages fiscaux par-là, en la France on est expert pour ça. Utilise le système plutôt que de le subir. Si l'État sort un nouveau plan pour inciter à investir dans tel ou tel secteur, par exemple récemment il y a eu des incitations pour l'épargne retraite dans le PER, ne le boude pas, étudie-le et vois si ça te correspond. Trop souvent, par manque d'intérêt ou par défiance, les gens laissent passer des opportunités offertes par le système lui-même. Cinquième point, diversifie tes placements et adopte une vision long terme. La diversification, ça veut dire ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. Si tu investis, fais-le de manière à répartir les risques. Heureusement, aujourd'hui, c'est très facile grâce aux fonds indiciels, les ETF, les trackers, qui te permettent avec une seule ligne d'investissement, donc un seul achat, de miser sur des centaines d'entreprises à la fois. Par exemple, un ETF World te fait investir dans les 1500 plus grandes entreprises mondiales. Avec 50 euros, tu as déjà une fraction de ce panier-là. En diversifiant par secteur, par zone géographique, par type d'actif, selon tes valeurs, tu réduis énormément le risque de tout perdre. Il faudrait que toute l'économie s'effondre pour que ça vaille zéro, ce qui est peu probable. Et si ça arrivait, alors ton livret A ou ton argent cash ne vaudrait pas grand-chose non plus de toute façon. Donc bien diversifié, investir en bourse sur le long terme n'est pas une roulette russe. C'est au contraire assez résilient et très robuste. Historiquement, un indice boursier large a toujours fini par monter sur des longues périodes, suivant la croissance de l'économie en fait. Adopte une vision long terme, n'investis que l'argent dont tu n'as pas besoin pendant plusieurs années, ainsi tu peux laisser passer les orages sans toucher à tes investissements. Le marché peut monter ou descendre d'une année sur l'autre, mais sur 10 ou 15 ans ou 20-30 ans, les chances d'être en gain sont très élevées si ton portefeuille est bien diversifié. Et devine quoi, sur le long terme, les performances peuvent être très bonnes. Par exemple, investir 300 euros chaque mois pendant 20 ans peut te constituer un capital de l'ordre de 200 000 euros, voire plus. C'est juste mathématique, 300 euros par mois, ça fait 3 600 euros par an. Sur 20 ans, tu aurais mis 72 000 euros. Si c'est bien placé et que ça génère, disons, un rendement moyen de 7 à 8% par an, ce qui correspond grosso modo aux performances historiques des marchés actions diversifiés, tu obtiens effectivement aux alentours de 200 000 euros. Plus du double de ta mise. Et évidemment, ce n'est pas garanti pile à ce chiffre, mais c'est pour te donner un ordre d'idée du pouvoir des intérêts composés sur une très longue durée. Et plus tu commences tôt, plus l'effet est fort. Donc même avec des petites sommes, commence dès maintenant. Un bon truc,
mettre en place un versement automatique tous les mois vers ton investissement. Comme ça, tu n'y penses plus et tu payes en premier pour ton futur. C'est ce qu'on appelle la stratégie du dollar cost averaging. Investir régulièrement une somme fixe, peu importe le montant des actions. L'avantage, c'est de lisser les points d'entrée. Tu achètes parfois quand c'est haut et puis tu achètes aussi parfois quand c'est bas. Donc au final, le coût moyen s'équilibre et tu n'as pas timé le marché. Tu n'as pas besoin de timer le marché, ce qui est très compliqué à faire. C'est ce que font les traders. Et ça fonctionne très bien. 6e point, ne néglige pas l'immobilier et les autres actifs concrets. Les Français adorent la pierre et pour le coup, c'est un domaine où on ne s'en sort pas trop mal en France. Plus de 60% des ménages sont propriétaires de leur résidence principale. Acheter sa résidence principale, pourquoi pas? Mais attention, ce n'est pas un investissement au sens strict. C'est d'abord un toit pour se loger. En revanche, l'immobilier locatif peut être un super levier de richesse intéressant si c'est fait prudemment. Choisir un bien dont le loyer couvre le prêt, etc., un bon rendement, etc. Là encore, l'idée, c'est pas de te précipiter pour acheter n'importe quoi, c'est de considérer l'immobilier comme une diversification possible. Ça génère des revenus locatifs, c'est indexé en partie sur l'inflation, et tu peux emprunter pour l'acheter. Donc tu peux bénéficier de l'effet de levier du crédit. Mais ne mets pas tout sur une seule opération hasardeuse non plus. Il existe aussi des moyens d'investir en immobilier sans acheter directement. Par exemple, via les SCPI où tu achètes des parts de sociétés qui elles-mêmes détiennent des immeubles ou via des foncières cotées par exemple. Bref, ne limite pas ton horizon à livret ou bourse. Pense global. Immobilier, actions, obligations, matières premières, etc. Chaque classe d'actifs a ses avantages et ses inconvénients. Et ensemble, elles peuvent composer un portefeuille équilibré selon ton profil. Si tu es jeune, tu pourras sans doute te permettre d'être plus exposé aux actions, puisque le potentiel de rendement est plus haut sur les actions et sur un horizon long. Si tu es plus proche de la retraite, tu voudras peut-être sécuriser un peu plus avec des obligations ou de l'immobilier déjà payé. L'important est de construire une stratégie plutôt que d'éparpiller au hasard. Et ça, encore une fois, ça vient avec la formation personnelle. 7e point, passe à l'action, même petitement, dès que possible, puis ajuste en chemin. Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Tu dois connaître ce proverbe. Ne procrastine pas en te disant « oui, il faudra que j'investisse, je verrai ça quand j'aurai plus d'argent par exemple ». Commence dès maintenant, quitte à ce que ce soit symbolique. Ouvre ce PEA, même avec 100 euros, mets 50 euros dans un ETF World pour voir comment ça marche, ouvre cette assurance vie et place 500 euros dessus en utilisant de compte diversifié par exemple. Peu importe les montants pour débuter, c'est le geste qui compte. Parce qu'une fois que tu auras sauté le pas, tu vas démystifier le truc et te sentir plus à l'aise pour augmenter progressivement ton épargne. Il n'y a pas de honte à commencer petit. Au contraire, c'est intelligent. Tu apprends en risquant peu petit à petit et tu montes en puissance ensuite. Ce qui paraissait compliqué va devenir plus clair à l'usage, on apprend en faisant finalement. Et en suivant les principes de diversification et de long terme, tu verras que tu dormiras tranquille malgré tes investissements car tu sauras que tu auras pris des positions raisonnables et pour l'avenir. 8e point, entoure-toi bien et coupe les influences négatives. C'est un conseil un peu moins technique, plus psychologique. Essaie de t'entourer de sources d'informations positives et fiables sur la finance. Par exemple, suis des blogs ou des chaînes qui font de la pédagogie financière. Pas du racolage du type « devenir riche en 2 semaines ». Évite de passer trop de temps à écouter les catastrophistes qui te font peur. Du style « la bourse va s'effondrer, gardez tout en cash sous le matelas », etc. Avoir un regard critique, c'est bien, mais si ça t'immobilise, c'est pas constructif. Discute avec des personnes qui ont réussi à investir ou qui s'y intéressent. Tu verras que ce ne sont pas tous des génies ou des escrocs, mais juste des gens qui, comme toi, ont pris le temps de comprendre. Et surtout, ne te compare pas aveuglément. Ton voisin a peut-être gagné avec le Bitcoin ou je ne sais quel placement. Ce n'est pas une raison pour te sentir nul ou moins bon. Chacun sa stratégie et sa chance. L'important, c'est que toi, tu avances selon tes moyens et tes objectifs. Fixe-toi des buts, par exemple, atteindre X euros d'investissement productif dans 5 ans ou dégager un revenu passif de X euros par mois dans 10 ans. Ça te donnera une boussole pour naviguer et en appliquant ces principes, tu vas voir un changement radical sur le long terme. Tu passeras du statut d'épargnant prisonnier à investisseur éclairé de tes propres ressources. Tu utiliseras enfin le système dans lequel on vit à ton avantage. Au lieu d'être la personne qui s'est fait piéger par l'inflation et les taux bas, tu deviendras celle qui profite de la croissance économique, des intérêts composés et des opportunités de placement. Pour te donner un dernier boost de motivation, regarde simplement autour de toi dans l'histoire. Ceux qui ont acquis une véritable liberté financière ne l'ont pas fait en laissant leur argent dormir à la banque. Ils l'ont fait en investissant, en prenant des risques mesurés. Que ce soit l'entrepreneur qui monte sa boîte, l'investisseur immobilier qui bâtit un empire locatif petit à petit, ou la famille moyenne qui, sur 2 générations, place régulièrement et doucement en bourse de quoi mettre les enfants à l'abri. Toutes ces réussites reposent sur l'action et la confiance dans des projets à long terme. Alors, seras-tu de ceux qui subissent ou de ceux qui agissent ?
Tu as désormais conscience du piège et des clés pour en sortir. Imagine-toi dans 10 ans ayant suivi ces conseils. Ton épargne travaille pour toi, tu vois ton épargne croître, tu es plus serein face aux aléas, car oui, tu auras toujours un filet de sécurité, mais en plus, tes investissements te donnent de nouvelles possibilités. Et surtout, tu gagnes en liberté. Peut-être pourras-tu changer de vie plutôt que prévu, ou réduire ton temps de travail pour un projet personnel, ou aider tes proches, ou que sais-je. L'argent ne fera pas automatiquement ton bonheur, mais la maîtrise de tes finances t'apportera des choix supplémentaires, et ça contribue grandement à la liberté, et donc au bonheur au final. La liberté financière n'est pas réservée à une élite, c'est un horizon accessible si tu changes de cap maintenant. Si tu veux continuer sur ce thème pour comprendre comment gagner suffisamment pour dépasser le seuil de l'épargne de sécurité dont on a parlé et commencer à investir, jette un œil à cette vidéo que je te mets ici qui te dit comment gagner 1 million d'euros en partant de rien.